Est-ce que l'eau, son accès, sa qualité ne vont pas, dans les années qui viennent, engendrer des conflits entre pays ou entre peuples? Nous avons choisi aujourd'hui une des régions du monde qui est très touchée par cette question de l'eau, c'est le Proche-Orient, où la pénurie va s'accroître dans les prochaines décennies, mais où en même temps il existe un projet ambitieux de canal que je vais vous décrire aujourd'hui. Voici tout d'abord une carte du monde montrant les ressources en eau douce disponibles en mètres cubes par habitant et par an, et la carte permet de faire apparaître que les répartitions d'un pays à l'autre sont très inégales. Plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient sont dans une situation critique, chaque habitant y disposant en moyenne de moins de 1000 mètres cubes d'eau douce par an, ce qui est considéré comme une situation de pénurie. Pour vous donner une idée, la France dispose de plus de 2500 mètres cubes et le Brésil de plus de 15 000 mètres cubes par an et par personne. Alors cette situation de pénurie au Proche-Orient est liée à plusieurs facteurs. Changeons d'échelle. Il y a d'abord le milieu lui-même. La région est majoritairement désertique, il y a peu de précipitations, il y a peu de fleuves. Ensuite, cette situation de pénurie est appelée à s'aggraver car les besoins en eau douce dans la région pourraient doubler dans les 20 ans qui viennent en raison de la forte croissance démographique. L'État d'Israël, par exemple, ne dispose que de 276 mètres cubes d'eau douce disponibles par habitant et par an. La Jordanie voisine de 179 mètres cubes. Et ces deux États utilisent déjà au maximum leurs eaux de surface et pompent dans les nappes phréatiques. À Amman, par exemple, l'eau est puisée dans une nappe à plus de 1200 mètres de profondeur. En fait, cela fait longtemps que l'accès à l'eau dans cette région est un enjeu stratégique. La guerre des 6 jours de 1967 a notamment permis à Israël d'occuper la Cisjordanie et le Golan, et ainsi d'avoir accès à de nouvelles nappes phréatiques et à une plus grande partie du Jourdain. Alors rapprochons-nous pour suivre ce fleuve. 3 cours d'eau forment les sources du Jourdain. Les rivières Asbani, Dan, Banias, qui naissent dans les monts Hermon entre le Liban et la Syrie. Le fleuve ensuite se jette dans le lac de Tibériade, puis poursuit vers le sud pour se jeter finalement dans la mer Morte, qui est une mer fermée, située dans un fossé d'effondrement à 400 mètres sous le niveau des océans. Ce Jourdain fait frontière reconnue entre la Jordanie à l'est et Israël et la Cisjordanie occupée à l'ouest. Or, ces deux États et ce territoire pompent l'eau du Jourdain ou de ses affluents pour leur agriculture, les besoins de l'industrie ou de la consommation domestique. Par exemple, au début des années 60, Israël a mis en place tout un système de canalisation depuis le lac de Tibériade jusqu'à la région de Tel Aviv et vers le désert du Negev, détournant ainsi d'importantes quantités d'eau qui auraient dû approvisionner la partie aval du Jourdain. Au même moment, la Jordanie cherchait à détourner les eaux du Yarmouk, qui est le principal affluent du Jourdain, avec la construction du canal de Gore, afin de pouvoir irriguer la région. Alors du fait de toutes ces ponctions effectuées par Israël, par la Jordanie, mais aussi par la Syrie, le volume d'eau du Jourdain, lorsqu'il arrive à son embouchure dans la mer Morte, a été réduit de 95% par rapport à 1950. Regardez ce schéma. Voici l'extension de la mer Morte, aujourd'hui, comparée à son extension en 1960. Eh bien, le bassin sud a quasiment disparu, car deux phénomènes, en fait, se sont additionnés. D'une part, la très forte baisse de l'apport en eau du Jourdain, et puis d'autre part, l'industrie d'extraction minérale, la mer Morte étant connue pour sa forte teneur en minéraux, magnésium, potassium, sodium, c'est la mer la plus salée du monde, et ces minéraux servent avant tout dans l'industrie chimique. Et puis il y a aussi le tourisme, qui est aussi très présent sur ces rives. On voit sur la carte les principales stations balnéaires et de cure, et elles sont désormais menacées car, au rythme actuel, cette mer pourrait avoir complètement disparu d'ici 50 ans. Alors comment sauver cette mer, dont on a besoin pour l'eau, pour les atouts économiques et pour les écosystèmes? Eh bien en construisant un canal qui vient de la mer Rouge. C'est un tracé qui est long, 180 km linéaires, c'est un projet qui est coûteux, qui implique plusieurs partenaires, la Jordanie,
Israël, ces deux États ayant signé un traité de paix en 1994, plus l'autorité palestinienne, et après plusieurs années de négociations, un accord tripartite a pu être signé en 2005. Alors techniquement, comment est-ce que cela peut marcher? Regardez cette coupe. Le projet consiste à pomper de l'eau dans la mer Rouge, puis la faire grimper jusqu'à une centaine de mètres de haut. Elle pourra ensuite suivre le dénivelé naturel de la région pour descendre jusqu'à la mer Morte. Environ la moitié de ces eaux sera traitée dans une usine de dessalement afin de produire de l'eau douce qui sera ensuite acheminée vers les zones de consommation en Jordanie, notamment à Amman, en Israël, notamment à Jérusalem, et en Cisjordanie. Et l'autre moitié servira à réalimenter la mer Morte. Donc ce projet de canal combine plusieurs intérêts. D'abord fournir de l'eau potable qui va manquer de plus en plus dans la région, on l'a compris. Ensuite mettre fin à l'assèchement continu de la mer Morte, même si certaines ONG écologistes disent qu'il vaudrait mieux réalimenter l'affluent naturel, le Jourdain. Et puis dernier avantage, sur ce canal mer Rouge-mer Morte, on peut construire une usine hydroélectrique qui utilise cette pente naturelle pour produire de l'énergie. Alors tout cela explique que ce projet soit soutenu par la Banque mondiale, par la France et les États-Unis et le Japon, dont les fonds publics ont financé en 2006 l'étude de faisabilité. Et pourtant, évidemment, il y a plusieurs problèmes. D'abord, le coût final de l'eau. Car l'ensemble des infrastructures, c'est-à-dire le canal lui-même, l'usine de dessalement, l'usine hydroélectrique, mais aussi les canaux pour acheminer l'eau vers les zones de consommation, tout cela devrait coûter quelques 5 milliards de dollars. Le canal devra aussi être capable de supporter les secousses et les déformations, car la région est instable sur le plan sismique. Au total, une fois dessalée, l'eau coûtera environ 1,50 $ le mètre cube, soit pour les Israéliens presque le triple de ce qu'offre déjà la grande usine de dessalement d'eau de mer qui est à Ashkelon, à l'ouest du pays et qui a été ouverte en 2005. Alors que pour les Jordaniens, ce coût est plus acceptable car il se rapproche du coût prévu pour l'aqueduc entre Dizi au sud du pays et Amman. Cet ambitieux projet est pour le moment à l'étude, mais il serait en fait complémentaire à celui du canal mer Rouge-mer Morte, car la Jordanie manque d'eau, plus encore qu'Israël. Voilà pourquoi l'accord tripartite de 2005 a prévu de délivrer les 2/3 de l'eau douce produite par ce canal à la Jordanie, Israël et la Cisjordanie se partageant le tiers restant. Donc dernier volet à résoudre, la question du partage de l'eau entre Israéliens et Palestiniens. Depuis 1967, les Israéliens occupent la Cisjordanie où ils ont implanté des colonies de peuplement. Or aujourd'hui, la majeure partie des réserves en eau douce de la Cisjordanie sont utilisées par ces colons et par les habitants d'Israël, alors que les Palestiniens de Cisjordanie eux-mêmes manquent d'eau et que 40% des villages de Cisjordanie ne sont pas reliés à un réseau d'approvisionnement en eau selon l'Agence des Nations Unies pour l'environnement. Alors la question de l'accès à l'eau potable est une source de fort ressentiment de la part des Palestiniens et c'est un enjeu central dans les négociations entre Palestiniens et Israël. Il est fort probable que même en cas d'accord pour la création d'un État palestinien indépendant, Israël cherchera, malgré tout, à conserver un certain contrôle sur les nappes phréatiques de Cisjordanie. Alors nous sommes en 2008 et il faudra au minimum 10 ans pour construire ce canal. On l'a compris, ce projet n'est pas la solution la plus économique, ni la plus écologique, mais elle est la solution la plus politique. D'ailleurs, on appelle ce projet le canal de la paix. Évidemment, la paix est un facteur totalement indispensable pour la réussite de projets comme celui-ci. Ce canal, mer Rouge, mer Morte, pourrait d'ailleurs préfigurer un modèle de coopération à trois dans cette région du Proche-Orient, parce que sur la question de l'eau, comme sur d'autres points de conflit d'ailleurs, la Jordanie peut jouer un rôle important dans les négociations entre Israël et Palestiniens.